vous présenter Les poissons et le cormoran, une fable de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine est un poète français, principalement connu pour ses fables. Il est né à Château-Thierry en juillet 1621 et grandit en se passionnant pour la lecture d'œuvres antiques. Il fait des études de droit à Paris et obtient par la suite son diplôme d'avocat. Parallèlement à ses études, il fréquente également un groupe de jeunes passionnés d'œuvres littéraires. Ce groupe s'appelle les Chevaliers de la Table Ronde, et il commence alors à composer ses premières œuvres. Quand il débute sa carrière, il fait la connaissance de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, et il devient son protecteur. Plus tard, Louis XIV prend la décision de condamner Fouquet, et La Fontaine lui dédie alors Adonis, un roman mythologique. C'est en 1668 que La Fontaine publie son premier recueil de fables qui a très vite un grand succès. Ces 124 fables sont destinées au fils de Louis XIV. Il met en scène des animaux ayant pour but de critiquer la cour de manière subtile. Le courant artistique qui correspond au règne de Louis XIV est le classicisme, qui cherche à rendre la langue plus claire et plus précise. En 1687, une querelle entre les anciens et les modernes est déclenchée, et cela en partie à cause du poème « Le siècle de Louis le Grand » de Charles Perrault. Cette polémique oppose deux groupes d'écrivains. D'un côté, les anciens dont La Fontaine fait partie, ainsi que Racine. Ils veulent s'inspirer principalement d'œuvres antiques dans leurs ouvrages. Et de l'autre côté, les modernes, soutenus par Perrault, qui, eux, ne s'inspirent que des œuvres de l'Antiquité grecque et romaine, qu'ils essayent de développer avec de nouvelles formes artistiques. Les fables de La Fontaine sont d'ailleurs très souvent inspirées de fables plus anciennes qu'il adapte à son temps. Notre fable, Le poisson et le cormoran, est par exemple inspirée de Pilpay, dont nous reparlerons plus tard. Avant de commencer à décortiquer notre fable, nous allons d'abord la lire pour comprendre l'histoire. Les poissons et le cormoran. Il n'était point des temps dans tout le voisinage qu'un cormoran eût mis à contribution. Vivier et réservoir lui payaient pension. Sa cuisine allait bien, mais lorsque le long âge eut glacé le pauvre animal, la même cuisine alla mal. Tout cormoran se sert de pourvoyeur lui-même. Le nôtre, un peu trop vieux pour voir au fond des eaux, n'ayant ni filet ni réseau, souffrait une disette extrême. Que fit-il ? Le besoin, docteur en stratagème, lui fournit ceci. Sur le bord d'un étang, Cormoran vit une écrevisse. « Ma commère, dit-il, allez tout à l'instant, porter un avis important. À ce peuple, il faut qu'il périsse. Le maître de ce lieu, dans 8 jours, pêchera. L'écrevisse en hâte s'en va. Comptez le cas, grande est l'émeute. On court, on s'assemble, on députe. À l'oiseau. Seigneur Cormoran, d'où vient cet avis? Quel est votre garant? Êtes-vous sûr de cette affaire? N'y savez-vous remède? Est-ce qu'il est bon de faire? Changez de lieu, dit-il. Comment le ferons-nous? N'en soyez point en soin, je vous porterai tous, l'un après l'autre en ma retraite. Nul que Dieu seul et moi n'en connaît les chemins. Il n'est demeure plus secrète. Un vivier que nature y creusa de ses mains, inconnu des traîtres humains, sauvera votre république. On le crut. Le peuple aquatique, l'un après l'autre, fut porté sous ce rocher peu fréquenté. Là, Cormoran, le bon apôtre, les ayant mis en un endroit transparent, peu creux, fort étroit, vous les prenez sans peine. Un jour l'un, un jour l'autre, il leur apprit à leurs dépens que l'on ne doit jamais avoir de confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Ils y perdirent peu, puisque l'humaine engeance en aurait aussi bien croqué sa bonne part. Qu'importe qui vous mange, homme ou loup, toute pense, me paraît une à cet égard. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ce n'est pas grande différence. Dans cette fable, la morale explicite est la suivante. On ne doit jamais avoir confiance en ceux qui sont mangeurs de gens. Explicitement, la fable raconte que lorsque le cormoran va faire sa collecte, tout le monde essaye d'y échapper en lui faisant des compliments. Il est jeune et a une bonne capacité à pêcher, ce qui lui permet de vivre paisiblement. Mais lorsqu'il prit de l'âge, sa capacité à pêcher baissa.
Le pauvre cormoran ne parvint plus à se nourrir comme autrefois. Il aperçut alors une écrevisse sur le bord d'un étang. Et comme c'est un grand stratège, une idée de génie lui vint. Il lui demanda d'avertir tous les poissons de disparaître, car dans 8 jours, un pêcheur viendra les manger. Elle se dépêcha donc d'en informer tous les poissons. Ceux-ci, étant affolés, s'adressèrent alors au cormoran et lui demandèrent s'il était bien vrai ce qui se racontait. Le cormoran les rassura en leur disant qu'il ne fallait surtout pas s'inquiéter, il s'occupera de tout, dans les moindres détails. Il les prit et les amena les uns après les autres dans une réserve inconnue de tout le monde. C'était un lieu étroit, peu profond et transparent qui favorisait le cormoran pour sa pêche. Les poissons qui lui firent confiance se retrouvèrent alors piégés. Implicitement, la fable va beaucoup plus loin et 2 pistes d'analyse sont possibles. À l'aide du contexte historique, nous allons tenter de faire des liens entre la fable et la cour de Louis XIV. Louis XIV devient roi à l'âge de 4 ans. Ne pouvant assumer la charge du royaume, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui s'occupe de la régence. En 1648 commence la Fronde, une rébellion de la noblesse et du Parlement qui vise la monarchie. Cette trahison trouble énormément le petit Louis XIV, alors âgé de 10 ans. Il en garde une méfiance de la cour et du Parlement. Après être devenu roi, toujours méfiant de ses sujets, il les installe tous à Versailles en 1682. Notre analyse se place donc dans ce contexte. Nous pensons que dans notre fable, le cormoran représente la monarchie ou le pouvoir du roi faiblissant d'année en année, que les poissons représentent la cour ou le peuple, l'écrevisse pourrait être la fontaine et enfin le pêcheur Dieu. Si nous transposons tout cela sur notre fable, l'histoire commence quand le cormoran avertit les poissons de la venue du pêcheur s'ils ne font pas ce qu'il préconise. Cela rappelle l'ordre social et divin qui fait foi sous Louis XIV et qui exige un respect total des ordres désirs du roi sous peine d'un châtiment divin. Dans la suite de la fable, les poissons se retrouvent piégés à la merci du cormoran. Même protégés du pêcheur, ils sont toujours soumis à une autorité plus importante qu'eux et leur protection n'est alors que relative. La Fontaine tente donc d'avertir la cour que même sous le luxe de Versailles, sous la sécurité du roi, loin de la misère de la campagne, il reste de simples sujets dont le monarque fait ce qu'il veut quand il veut. L'écrivain appelle la cour à la méfiance, même protégés des châtiments divins, ils sont comme les poissons piégés par une autorité supérieure. La Fontaine, sous les traits de l'écrevisse, avertit la cour du danger, mais sans se retourner contre le roi qu'il sait plus puissant que lui. Il reste un simple écrevisse face au cormoran. Il se souvint aussi sûrement de son ami et protecteur Fouquet, banni par le roi pour avoir pris trop de liberté. Nous avons aussi pensé à une autre interprétation de la fable. Cela reste un avertissement pour la cour, mais différent. Suite aux révoltes de la Fronde dans son enfance, le roi est très méfiant vis-à-vis de sa cour et de son parlement. Il décide donc de faire construire Versailles. Du château, il sait tout, entend tout et peut donc couper court à toute révolte contre lui. Comme le cormoran inquiet pour sa faim, le roi est inquiet pour son pouvoir. Il enferme donc tout le monde pour pouvoir les surveiller et les condamner si besoin, tel le cormoran a enfermé tous les poissons dans le petit lac. Pour approfondir notre analyse, nous avons comparé la fable de La Fontaine avec son modèle antique. Fontaine trouve son inspiration dans la culture orientale. En effet, cette fable elle apparaît pour la première fois dans le Panchatantra, qui est un ancien recueil indien de contes et de fables. En Europe, au XVIIe siècle, Pilpai est l'auteur auquel on attribue le Panchatantra, malgré que son existence ne soit pas avérée. Le nom Pilpai est tiré de Bidpai qui se trouve dans la version arabe. Donc Jean de La Fontaine il s'inspire fortement du sage Pilpai et lui-même il le reconnaît, donc il reconnaît sa dette envers sa source indienne dans l'avertissement du second tome de ses fables. En ce qui concerne la fable que nous analysons, la version de La Fontaine est plutôt similaire à son modèle antique. Les personnages sont les mêmes, mais leur rôle diffère. Dans la version de Pilpai, le cormoran se fait passer pour un pénitent qui a fait le vœu de ne plus manger de poisson. Une fois qu'il a gagné leur amitié, il leur fait croire l'arrivée d'une terrible sécheresse et il leur propose de les aider en les transportant à un autre endroit. Et il les mange tous. Mais seule l'écrevisse, soupçonnant la ruse du cormoran, lui échappe. Elle lui ferait croire qu'elle désire aussi être transportée
et elle venge les poissons en profitant de l'occasion pour étrangler l'oiseau. Donc dans la version de Pilpay, le piège se retourne contre le cormoran. Dans la version de La Fontaine, c'est grâce à l'écrevisse que le cormoran affole les poissons. La catastrophe qu'il prédit n'est pas une sécheresse, mais l'arrivée d'un pêcheur, et l'écrevisse ne venge pas les poissons. Donc ces changements permettent à La Fontaine de donner une autre morale à la fable. Le premier changement est le danger prédit par le cormoran. Dans la version de La Fontaine, la catastrophe n'est pas naturelle mais d'origine humaine. Il s'agit de l'arrivée d'un pêcheur. Grâce à l'analyse en contexte, on a pu poser l'hypothèse que le cormoran représenterait la monarchie et les poissons représenteraient la cour. Il se pourrait donc que le pêcheur représente Dieu. En effet, le pêcheur il est plus puissant et fort que les poissons et que le cormoran, mais seul Dieu est au-dessus du roi. Donc même si certains poissons venaient à décider de ne plus suivre le roi, donc dans la fable cormoran, eh bien ils finiraient par être punis par Dieu, le pêcheur. Le deuxième changement est la victoire du cormoran. En effet, La Fontaine change la fin du récit, et dans sa version, c'est le cormoran est réussi à manipuler les poissons, et il finit par les manger un par un. La Fontaine, il était engagé par Louis XIV pour divertir la cour. Donc en faisant gagner le cormoran, La Fontaine flatte le roi, tout en lui disant ses vérités. Dans sa version, l'écrevisse délivre le message sans se retourner contre le destinataire, et ainsi La Fontaine donne un message à la cour sans se retourner contre son maître, le roi. Pour les poissons, changer de bassin n'a rien changé, ils se feront manger de toute façon. Il s'applique la même règle pour la cour. Se révolter ou tenter de changer de bassin ne changera rien au fait que le roi est toujours plus puissant. Donc l'ordre naturel reste toujours le même, on n'échappe pas à sa position. Il est aussi important de traquer l'animal pour voir son rôle dans les différentes fables et en découvrir plus sur lui. Nous avons donc traqué le poisson. Le poisson, il apparaît dans 4 fables différentes. Le petit poisson et le pêcheur, le rieur et les poissons et le cormoran, et finalement les poissons et le berger qui joue de la flûte. Donc dans notre fable, les poissons ils apparaissent comme étant des animaux plutôt naïfs et craintifs des différents dangers auxquels ils pourraient faire face. Ils recherchent de l'aide et de la protection, mais ils finissent par se faire manipuler à leurs dépens. Mais le poisson peut aussi être manipulateur à son tour. En effet, dans la fable Le petit poisson et le pêcheur, la petite carpe essaye de manipuler son pêcheur pour ne pas se faire manger. Cependant, si nous analysons mieux cette fable, le poisson ne serait pas vraiment manipulateur, mais encore une fois victime, tout comme son pêcheur. Les pêcheurs à l'époque de Louis XIV faisaient partie du peuple et vivaient dans une très grande pauvreté. Et bien que la petite carpe soit maigrelette, elle était le seul espoir du pêcheur à avoir de quoi se nourrir. Le poisson, quant à lui, il essaye simplement d'éviter de se faire pêcher. Donc une fois de plus, La Fontaine pourrait être en train de dénoncer la façon très manipulatrice qu'a Louis XIV de régner. C'est à cause du roi et de son système politique, de son envie de posséder tout pouvoir et tout contrôle, que les poissons et les pêcheurs, le peuple en fait, se retrouvent dans la misère. La Fontaine fait aussi référence à la puissance du roi dans la fable Les poissons et le berger qui joue de la flûte. Dans cette fable, le berger essaye d'attirer les poissons en jouant de la flûte et en prononçant de beaux discours, mais ils n'ont aucun effet. C'est uniquement en lançant un filet et en usant de sa puissance qu'il arrive à capturer les poissons. De plus, à la fin de cette fable, La Fontaine s'adresse même directement au roi. Je cite de la fable « Ô vous, pasteurs d'humains et non pas de brebis, roi qui croyez gagner par raison les esprits d'une multitude étrangère, ce n'est jamais par là que l'on en vient à bout. Il y faut une autre manière. Servez-vous de vos raies, la puissance fait tout. » Ainsi, La Fontaine donne son respect au roi et à sa puissance. Quant aux poissons, ils sont encore une fois vaincus et totalement impuissants. Mais une autre interprétation serait possible pour cette fable. Pasteur d'humains est un terme qui fait directement penser à la religion chrétienne. La Fontaine pourrait aussi vouloir faire remarquer les moyens utilisés par l'Église pour manipuler les fidèles, et dans ce cas, Louis XIV ne serait plus le tout-puissant, mais il serait lui aussi sous manipulation du pouvoir ecclésiastique. Dans toutes ces fables, le poisson est un animal décrit comme impuissant et facile à manipuler. Il est utilisé par La Fontaine pour représenter, la plupart du temps, le peuple et la cour, et pour leur faire passer des messages. Cependant, dans la fable Le rieur et le poisson, ce n'est pas le cas. Dans cette fable, La Fontaine, il exprime son mépris envers les rieurs et les beaux parleurs. Mais cette fois, les poissons ne sont ni naïfs, ni facilement manipulés. Ils ne rient pas face aux belles paroles du rieur et ils arrivent à engager un vieux poisson monstrueux pour faire peur au rieur et lui apprendre une leçon.
Donc ici, l'écrivain pourrait vouloir suggérer que les personnes plus âgées sont plus sages et ainsi pourrait aider le peuple et la cour à y voir plus clair et à se livrer de la manipulation qu'ils subissent. En conclusion, il est évident que les poissons représentent la cour ou le peuple. Ils sont la masse impuissante et faible par rapport aux hauts placés comme l'Église, le roi ou Dieu. Quoi qu'ils fassent, et même en tentant la manipulation, ils se retrouvent piégés. Dans ces fables, La Fontaine tente toujours de faire passer des messages et des morales détournées. Nous pensons que la morale implicite de notre fable est que l'ordre naturel reste le même quoi qu'on y fasse. On reste impuissant face au plus grand. La Fontaine tente simplement d'avertir les gens qu'il ne faut pas oublier qu'on reste un poisson.